que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une toute nouvelle série, sur une toute nouvelle genre de série. Il y aura 2 vidéos aujourd'hui. Il y aura la vidéo sur cette série et la vidéo sur une autre série, sur Jurassic World. Donc aujourd'hui, on commence la nouvelle série de découverte des SCP. Donc on va commencer dans cette première saison de faire tout ce qui apparaît dans le couloir là-bas au fond jusqu'à la porte ouverte, jusqu'à là-bas à 682. Et là on commence pile poil devant nous avec le SCP-93 qui est un Euclide. Donc attendez, on va faire un petit test, on va voir ce que c'est. Regarde, cookie. Alors, ouais, je regardais, on a mené la rébellion. On a dit c'est cette zone-là, le 073, le 096, le 093, pardon, et non 96. Pero muerto, ça va, pero muerto, ça va pas, pero muerto. Enfin bref. Ah, viens, bouge ton cul, pardon. Ah, rentre dans la maison, Non, c'est pas une classe de glitch, c'est pas pour rien, on va essayer de se frotter à lui. À mon avis, tout ce qui pénètre dans cette zone est transformé en sable. Donc je vois bien l'espèce d'hélicoptère là qui a été transformé en sable carrément. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Bon bref. Tu fais quoi contre le mur SCP? Ah bah d'accord, ah bah il y a eu le respawn des SCP. Il y a eu le respawn des SCP qui n'étaient pas dans leur confinement. Regardez-moi cette chose. Oh, Troudu. Et le trouloulou. Le trouloulou. Le trouloulou. Même le, comment dire, même le camion, il est devenu un camion de sable. C'est chelou, hein. Oh. Au secours. C'est horrible. Ce SCP, il est horrible. SCP-93. Voilà donc du coup SCP-93. C'est ce truc horrible qui est là. Combien de dégâts il fait? Ah oui, il fait plus mal que les autres. Il fait mal. Donc voilà, c'était SCP-113. Maintenant, on va se déplacer un peu vers le Wikipédia de la fondation SCP. Et on va regarder un peu la description, on va savoir un peu ce qui est fait normalement dans la vraie vie. Puis voilà. Allez. Alors,
apparemment, ça serait un objet de la mer Rouge. C'est un Euclide, donc c'est bien celui-là. Procédure de confinement spécial. Se référer au document 93T1 pour les conditions et les modalités de test. Pardon, excusez-moi. J'ai quelques petits bugs de voix, c'est parce que j'ai mal à la langue. SCP-93 doit rester posé sur miroir à tout moment et sous vidéosurveillance. L'admission dans la zone de confinement 093 ne va être faite qu'avec un système d'enregistrement vidéo correct. Une procédure de récupération en urgence mise en application. Toute tentative d'utiliser SCP-093 en dehors des tests se terminera automatiquement par l'élimination du sujet. SCP-093 est un disque principalement rouge constitué d'une roche dont la composition rappelle celle du cinabre. Les gravures circulaires ainsi que des symboles non gravés décryptés gravés à 0,5 cm sont présents sur toute la surface de l'objet. Des entailles plus profondes sont présentes à divers endroits sur SCP-93 avec une profondeur allant de 1 à 1,5 cm. SCP-93 a un diamètre de 7,62 cm et tient sans problème dans la plupart des paumes humaines sans abrasion. La teinte de SCP-93 change quand celui-ci est tenu par un individu quelconque. Les études sont en cours pour établir un lien entre les changements de couleur. Les croyances actuelles indiquent que SCP-93 changerait en fonction de l'importance des regrets éprouvés par l'individu. Si SCP-193 est retiré de son miroir qui n'est plus tenu par personne, il va rouler jusqu'à la plus proche surface se rapprochant d'un miroir. SCP-093 développe une vitesse phénoménale lorsqu'il se déplace. Le mécanisme développant cette accélération est inconnu. Si SCP-93 rencontre un obstacle lors de son déplacement, il augmentera son élan de manière à passer au travers de l'obstacle et continuera sa course à la même vitesse. Il ne s'immobilisera que lorsqu'il sera entré en contact avec une surface ressemblant plus ou moins à un miroir. Malgré l'accélération prodigieuse développée, l'impact n'infligera aucun dégât au miroir ou à SCP-93. Aucune donnée ou archive n'explique la découverte de SCP-93 ou sa présence dans la Fondation. Voir document SCP-93-DO étant donné qu'aucune information n'explique pourquoi des miroirs doivent être utilisés pour le contenir. Des tests ont dû être conduits sur 093. Les résultats des tests SCP-93-T1 ont prouvé que les sujets tenant SCP-93 sont capables de se déplacer à travers les miroirs. La série de tests SCP-96-T2 a permis de déterminer la destination atteinte via ce déplacement. Lien et la mort. Ces tests furent effectués dans le but d'évaluer la viabilité des anciennes procédures de confinement. Miroir de qualité acheté au détail, cadre en laiton. 093 est resté immobile. Ce simple test prouve l'inutilité des anciennes bordures en argent trop coûteuses. Table de bois standard. SCP-93 se redresse et commence à rouler, décrivant un cercle jusqu'à ce qu'un miroir soit apporté à proximité. SCP-93 a alors commencé à rouler vers le miroir et s'est posé à plat dessus. Il a noté que malgré l'aspect rugueux de SCP-93, le miroir n'a pas été rayé. Deux miroirs posés aux extrémités opposées de la table. SCP-93 s'est déplacé vers le miroir le plus proche avant de s'immobiliser. SCP-093 ne semble pas préférer un type de miroir particulier, favorisant un facteur de distance.
Un miroir tenu par une personne est tourné autour de la table. SCP-093 suit le miroir et gagne en vitesse jusqu'à atteindre les km/h. On ne sait pas, c'est totalement effacé. Malgré la vitesse atteinte par 093, le miroir n'a pas été endommagé. Une personne tient 093 et le met en contact avec un miroir. Le sujet est aspiré dans le miroir. Abandonne. Les tests ont été arrêtés après qu'il ait établi qu'un miroir simple suffisait à contenir le SCP-93. Protocole de test. Tout sujet tenant SCP-93 doit porter un harnais à boucle de classe 3 attaché à son torse et relié à un système de poulies de tension permettant une liberté de mouvement de 300 mètres. Des bobines supplémentaires peuvent être ajoutées pour augmenter la liberté de mouvement du sujet si nécessaire. Le fermoir du harnais doit être capable de supporter une pression de 0,2 tonnes. Une petite mallette doit être donnée au sujet, contenant une lampe de poche montée au poignet avec une durée de vie de 3 heures et 2 batteries de remplacement, 4 bouteilles d'eau de 0,5 litres, 4 rations de survie et 2 barres protéinées, un Beretta millimètre avec 24 munitions chargées doit être donné au sujet sous supervision armée et être réquisitionné dès le retour. Un couteau de combat standard, le sujet ne doit pas être mis au courant du fait qu'il dispose de cet objet et doit le découvrir lui-même en ouvrant sa mallette. Le sujet doit également être relié à un système de surveillance vidéo par le biais d'une caméra placée sur sa tête ou ses épaules. La caméra devra être reliée par câble et permettre la même liberté de mouvement que le système de récupération. Les caméras sans fil ont conduit à des résultats variés. Elles ne doivent par conséquent être utilisées que si SCP-93 est d'une couleur connue et testée. Les nouvelles couleurs doivent être testées avec une caméra filaire. Lors des tests, la couleur que prend SCP-93 doit être notée et comparée au motif de l'incarcération du membre du personnel de classe D le tenant. Il semblerait que la couleur que prend SCP-093 soit connectée au regret ou à l'absence de regret dans la psyché du sujet. Test de la couleur bleue. Le sujet D20384 masculin, âgé de 34 ans, physique fort. Le passé du sujet montre des instances de meurtre et de tentatives de suicide. Le sujet est coopératif dans toutes les étapes du test. Le sujet entre à travers le miroir fourni en tenant 0,93 qui émet une couleur bleue. Les techniciens observent que le miroir conserve une réflexion effective jusqu'à ce que le sujet le traverse totalement. Après quoi, la vue devient un paysage extérieur, notamment teinté de bleu. Le flux vidéo est inclus dans le média attaché. La caméra s'active et l'affichage s'initialise. Le sujet regarde le même champ que celui rapporté par les techniciens. Il semble s'agir de plaines typiques. L'ensemble ayant une teinte de bleu, recouvrant les couleurs normales. Aucun repère discernable n'est visible, tandis que le sujet bouge la caméra de gauche à droite. Seulement de l'herbe, des plantes et une brise mouvant les plus hautes herbes. Aucun arbre et aucun être vivant visible. Le sujet avance comme demandé sur environ 500 pas avant que quelque chose ne devienne visible. Une zone d'herbe vers l'avant est aride et l'herbe est vue mourante alors que le sujet s'en approche. Environ 300 pas plus loin, le sujet est debout au bord d'un trou dans le sol. Le trou a été creusé grâce à des outils inconnus d'origine primitive. Le système de poulie est engagé et la caméra tremble légèrement. Il est demandé au sujet d'entrer dans le trou. Et après des protestations modérées, celui-ci exprime son accord. Il n'existe aucune méthode de descente apparente telle qu'une échelle ou une corde. Le sujet dépend entièrement de ses propres mains et du système de poulie afin de ralentir sa descente. Environ 100 mètres de câble est utilisé avant que le bas soit atteint.
La source lumineuse fournie dans le kit de terrain est activée à 50 mètres de profondeur, alors que la luminosité extérieure devient insuffisante. Le balayage de la lumière ne révèle rien d'autre que de la terre au fond du trou. Le sujet avance à l'aide de la source lumineuse. Interrogé à propos de la teinte bleue, le sujet exprime de la confusion et affirme ne constater aucune teinte depuis sa perspective, et qu'il n'y en a jamais eu. De la lumière est visible en bas du passage et 150 mètres de câbles ont été utilisés. Un champ de caméra est audible, le son d'une arme à feu que l'on prépare. Interrogé au sujet de ses actions, le sujet affirme qu'il s'agit d'une précaution justifiée et reprend son avancée. Le tunnel creusé dans la terre devient bétonné. Le sujet se plaint de mauvaises odeurs. La source lumineuse s'avère provenir de plafonniers, dont moins d'un quart est endommagé, tandis que les autres fonctionnent. Une série de 6 portes, 3 de chaque côté, est observée avant que la caméra ne montre une 7e porte visible au bout du couloir. Obstruée par ce qui semble être des débris d'étagères métalliques génériques. Les débris montrent des signes de rouille et sont atypiques de boutique, ce qui suggère la présence d'autres êtres humains. Il est demandé au sujet d'essayer les portes dans l'ordre de son choix. Le sujet essaye d'abord la première porte à droite, la porte est verrouillée et ne s'ouvre pas. La seconde porte commence à s'ouvrir mais ne cède pas. Elle est déverrouillée mais bloquée. Après avoir clos la seconde porte, le sujet essaye la troisième. Même résultat que la première. Passant de l'autre côté, la troisième porte s'ouvre totalement, la pièce est vivement éclairée. La lampe portable est éteinte à ce moment, alors que le sujet bouge la caméra afin d'inspecter la pièce. La pièce est nue, aucun contenu, mais les murs sont sales. Le sujet affirme que le revêtement des murs n'est pas de la terre, mais ne peut l'identifier. Cela ressemble à du plastique fondu, mais de couleur brune et non noire. La porte est refermée. La seconde porte sur la gauche n'a pas de poignée et ne s'ouvre pas lorsque poussée. Le trou où la poignée se trouvait est bouché par un matériau inconnu. Toutes les portes sont conçues de façon à ce que rien ne puisse visiblement passer par les côtés et l'espace pour le mouvement est trop étroit pour pouvoir observer de l'autre côté même au niveau du sol. La première porte sur la gauche est verrouillée et une partie de la clé est présente dans le verrou de la tige au paneton. L'arrière a été cassé. Avec effort, le sujet manipule la clé afin d'ouvrir la porte et commence immédiatement à tousser, se plaignant de mauvaises odeurs. Les murs de la pièce sont propres, le plafond est couvert du même étrange matériau brun que dans la troisième pièce. Dans cette pièce se trouve un lit de camp de fortune fait de couvertures usagées avec un oreiller et une caisse de bois contenant des boîtes ouvertes de ce qui apparaît après avoir été de la nourriture. La langue apparaît sur la vidéo comme des griffonnages, mais le sujet affirme qu'il est simplement écrit céréales. Une seconde caisse présente dans la pièce contient ce qui semble être des bouteilles d'eau vides ayant séché. Un livre se trouve près du lit, fermé, sans titre ni marque d'identification. Sur le mur se trouve accroché ce qui apparaît être des articles, mais la langue n'est pas intelligible. Il est demandé au sujet de retirer les coupures pour récupération. Tous les articles sauf un s'effritent au toucher en raison de l'âge. L'article intact est placé dans une pochette à échantillons et semble être le plus récent comparé aux autres. Il est demandé au sujet d'enquêter sur le livre. Il commence à se diriger dans sa direction. L'enregistrement audio se distord et un bruit métallique aigu perçant rappelant le mélange de métaux domine toute communication pendant 3,5 secondes. Le sujet n'a pas encore touché au livre et lorsque le bruit s'arrête, le sujet demande au contrôle de répéter la requête. Le contrôle n'a émis aucune requête pendant cette période alors que les casques ont été retirés. Il est demandé au sujet de quitter la pièce. Celui-ci note que la porte a commencé à lentement se refermer et qu'elle sera totalement close à moins de l'arrêter. Il est demandé au sujet d'ignorer la porte et d'enquêter sur celle de droite.
Un visionnage précautionneux des 10 secondes suivantes d'enregistrement montre que tandis que la caméra bouge, un visage est visible au bout du tunnel, là où se trouve la 7e porte. La porte n'est suffisamment ouverte que pour qu'un visage puisse être vu par une fissure juste avant que la porte ne se referme silencieusement. Aucun autre détail n'a pu être vu. Le sujet enquête sur la seconde porte sur la droite, sans mentionner ne voir quoi que ce soit d'extraordinaire. Cette porte, lorsqu'elle est poussée, bouge, et après plusieurs essais, souffre suffisamment pour laisser voir par un angle à l'intérieur un tableau de liège, est visible avec d'autres articles punaisés dessus. Le haut d'une boîte de céréales peut être vu sur le sol, et ce qui apparaît être une main posée, palme vers le haut. Le sujet ferme la porte et bouge la caméra vers la porte 7, qui reste close. Ne voyant rien d'autre à explorer, il est demandé au sujet de rentrer. Le sujet n'oppose aucune protestation et se plaint d'une mauvaise odeur toujours plus forte. Alors que le sujet revient sur ses pas à travers le tunnel, le flux de la caméra ne change pas, ni ne montre d'anomalie, mais le contrôle rapporte une tension soudaine dans le mouvement du câble, tirant une longueur supplémentaire de 100 mètres de câble avant qu'il ne redevienne lâche puis raide. Le flux vidéo montre le sujet escaladant un tunnel lentement, alors que le contrôle tente de vérifier l'intégrité du système de poulie. Il est demandé au sujet d'arrêter l'ascension. Et celui-ci affirme qu'il n'est pas en train d'escalader, que la corde est en train de le remonter. Les deux côtés sont pris de panique et il est notifié au sujet de préparer son arme à feu. En atteignant le haut du trou, rien n'est visible à la caméra et le sujet rapporte que rien n'a changé dans le paysage. Puis commence le voyage retour en suivant le chemin tracé par le câble. Après environ 900 pas, le sujet demande quelle longueur de câble il a utilisé. Le contrôle admet ne pas être sûr en raison de complications, mais le sujet a marché en ligne droite afin d'atteindre le trou. Donc, le chemin du retour doit être en ligne droite. Le sujet devient inquiet lorsqu'il affirme qu'encore plus de câbles est visible désormais, tournant à 90 degrés en un certain point au sol. Le sujet fait lentement décrire à la caméra un cercle complet. Dans le film, derrière le sujet, une foule de 37 visages dénombrables se tient en silence. Leurs traits sont non identifiables et il manque de la teinte bleue qui domine le paysage. La panique envahit le contrôle à nouveau, mais le sujet ne rapporte que pour seule anomalie le chemin du câble présentant un angle. Le sujet tire sur son extrémité du câble, celui-ci est tendu et ne bouge pas. Le contrôle commence à enrouler la poulie et la corde se rebondine rapidement. Il est possible d'observer le mouvement du câble courbé grâce aux perturbations de l'herbe entre la portion en angle et l'enrouleur. Puis la ligne vibre en rencontrant une résistance et émet un lourd son de vibration en raison du recul. La caméra du sujet suit la longueur du câble qui apparaît désormais lentement. 1 mètre. Plus de mou avant que tout le mot ne soit retourné et que le rebobinage ne reprenne. Le contrôle demande au sujet de revenir en suivant le chemin du câble et des cris sont entendus sur l'audio tandis que le sujet panique. 5 coups de feu sont entendus alors que le sujet dirige le pistolet vers quelque chose d'invisible à la caméra. Le contrôle rapporte pouvoir voir le sujet revenant vers le point d'origine tandis que la caméra montre la corde disparaître en un point flottant dans l'air. Alors que le sujet passe ce point, tout le câble est désormais dans le système de poulie et la caméra ne filme que le sol. Le contrôle rapporte que le miroir a mis approximativement 5 secondes avant de revenir à la réflexion et SCP-93 est resté de couleur bleue pendant 1 heure après avoir récupéré au prix du sujet. Un fluide à l'odeur nauséabonde était présent sur les vêtements du sujet autour de ses mains lorsque l'arme à feu a été récupérée. Ce fluide a rapidement séché et n'a pas été jugé viable pour étude en raison du manque d'échantillons de qualité. Le
personnel de contrôle observant l'état du miroir a observé un espèce d'être humain massif rampant sur le sol, aisément 50 fois la taille d'une personne normale, sans aucun trait facial et une très petite allonge de bras, se tractant vers le miroir avant que ce dernier ne retourne à la réflexion. En raison de la proximité, aucun détail fin n'a pu être révélé, mais au moins un observateur a noté que l'être semblait s'être fait tirer dessus en raison des marques sur un visage autrement lisse. Le kit de test de terrain récupéré auprès du sujet contenait un article de journal dont le titre est et a été classé en tant que SCP. Ah oui, non mais c'est violent en fait. Ce SCP là, il est violent. Information retrouvée. Le plus Saint-Père a annoncé du progrès, les impurs sont purgés. Oula. Ah oui, d'accord, bah oui, c'est les articles de journal qui sont trouvés, du coup. Bon, bah voilà, hein. Nous avons découvert un SCP. SCP qui, ma foi, est violent. Qui, ma foi, que je disais, qui, ma foi, est très, très violent. Donc, c'était pas le bon SCP. Alors, dites-moi si dans le prochain épisode, on continue par là ou si on va faire le moins long d'abord. Je pense qu'on ira faire le moins long d'abord. Le SCP-93. C'est parti, on va retourner un peu le voir. On va retourner voir un peu ce qu'il fait, ce SCP. Saki. Oui, donc c'est bien ça, genre la description du mec, soi-disant avec des... quelqu'un qui se serait tiré plusieurs fois dessus. À mon avis, ça devait être le visage où il y a tous les points. Waouh! Comme ta joie, ce 93. Bon, bah du coup, prochaine vidéo. SCP-035. J'espère que vous allez aimer le prochain épisode. J'espère d'ailleurs aussi que vous allez aimer l'avant-première, normalement, qui est censée arriver. Si je dis pas de bêtises. Et les épisodes sur Jurassic World Evolution 2 arriveront sur cette chaîne. Et pas sur la principale. À part si j'ai le temps de refaire la rediffusion sur la principale également. Mais sinon, prochain épisode, SCP-035. Inquiétaire à ce que je vois. Bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ce qui ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner. C'était Valgamer et je vous dis ciao.